Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole de Druide. Je suis Christophe Rousseau et toujours très heureux d'accueillir ma maîtresse druidesse, Adana. Moi, en tant que jeune padawan, très heureux de t'accueillir, Joël. Bonjour. Coucou Christophe, j'adore tes présentations, c'est toujours gratifiant pour l'ego à souhait. Ça fait pas de mal, mais c'est gratuit. Merci. Et puis bonjour à tout Ça le vient du monde et cœur. bienvenue dans l'espace d'écoute et de vision pour ceux qui nous regardent en vidéo pour ce podcast. On est hyper content de le partager avec vous. Comme toujours, comme toujours. Et puis aujourd'hui, donc, c'est le deuxième épisode d'une série de 4, puisqu'on a fait un épisode la semaine dernière consacré à la première fête druidique. De Beltane. J'ai un trou de mémoire. De Beltane. Beltane, pardon. Je cherchais le nom. Et puis, donc, on a fait Beltane. Donc ça fait partie de ce cycle. Alors, on sait qu'on a 9 fêtes druidiques, en fait. On a déjà expliqué tout ça dans l'épisode présent et dans un autre épisode sur le cycle des fêtes, des fêtes druidiques, d'ailleurs. Donc, je mettrai en référence les liens vers ces deux épisodes si vous avez besoin de plus de contexte. Mais aujourd'hui, on va parler de la fête du 1er août, qui est pas anodine, parce que le 1er août, c'est quand même une date importante pour les Suisses. Et on va parler de cette fête qui s'appelle Lughnasadh, qui est la fête du dieu Lugh. Bienvenue à Parole de Druide, le podcast où la sagesse ancienne rencontre le monde moderne. Je suis Joëlle Chautan, également connue sous le nom de druidesse Adana, fondatrice de l'école de druidisme éoriane à Baule en Suisse, près de Neuchâtel. Avec mon apprenti Christophe Rousseau, nous explorons ensemble l'histoire, les légendes et les pratiques du druidisme au XXIe siècle. Rejoignez-nous dans ce voyage spirituel où nous partageons des récits inspirants des rituels ancestraux et accueillons des invités spéciaux tout en promouvant une spiritualité de paix et d'amour. Préparez-vous à découvrir les mystères et la magie du druidisme moderne. Oui, c'est une fête qu'on aime beaucoup pour la Suisse, le 1er août, vu que c'est notre fête nationale. Et oui, ça fait partie de ces fameuses fêtes agraires, de l'agriculture, qui sont ces fêtes entre guillemets intermédiaires sur le calendrier celtique, qui sont les fêtes qui sont fêtées au moment des lunes, donc toujours normalement à la pleine lune la plus proche du 1er mai, 1er août, 1er novembre et 1er février. Donc voilà, elles font ces fêtes qu'on dit intermédiaires parce qu'en fait, elles sont entre un équinoxe et un solstice, toujours. Donc voilà, ça... On dit un. Non, j'étais dans ma tête, j'étais en train de dire une équinoxe, mais là, on dit un. Un équinoxe, ouais. Enfin, en tout cas, j'ai toujours dit un équinoxe. Ouais, je pense que c'est ça. Un équinoxe et un solstice. Voilà. Et puis, cette fête du 1er août, c'est pas... Enfin, j'aime bien la symbolique, on va juste clore le sujet de la fête nationale suisse, parce qu'il est quand même important. Mais parce que Lughnasadh, c'est quand même la fête de la paix. C'est le moment où les clans déposent les armes et se réunissent pour célébrer et faire plein de concours, des joutes, presque à l'époque des Jeux Olympiques d'ailleurs. Oui, on peut imaginer que c'était un peu dans ce genre-là. Puis du coup, la fête nationale suisse, qui est le pays neutre, voilà, comme on peut l'imaginer. Donc c'est un beau symbole que ce soit le 1er août, en fait, sur la même date que la fête de Lughnasadh. Oui, et puis est-ce un hasard, ça on ne sait pas vraiment. Il y a, comme je l'avais déjà dit dans des précédents épisodes, il y a un peu un mythe autour de ça, qui veut, après c'est un peu aussi parce que nous les druides, on aime bien croire en ça, dans l'absolu, on n'en sait strictement rien, je le dis franchement, mais il y aurait un peu un mythe comme quoi ceux qui ont fondé la Suisse, ces 3 valeureux personnages, sur la plaine du Grutli, ça aurait été 3 druides qui avaient conscience qu'une date importante pour fonder un pays, comme date fondatrice, c'est extrêmement important, parce que dans le druidisme, les moments
où on pose une intention, où on va démarrer un projet, comme dans toute l'astrologie, c'est la même chose. Les gens qui sont astrologues, ils vont pas aller signer un contrat à n'importe quelle date, etc. Donc là, c'est un peu la même chose. C'est des alignements qui font qu'il y a des forces. Et faire naître un pays et dire ce jour-là, on dit que c'est le premier jour et le jour de fondateur de notre confédération, eh ben c'est quand même un jour extrêmement important parce qu'il va comme teinter vibratoirement tout le futur du pays, comme le jour de notre naissance avec nos alignements astrologiques et astronomiques vont teinter tout le reste de notre existence. Et bien, du coup, de choisir comme date fondatrice un 1er août, c'est vraiment souhaiter au pays la paix, l'abondance, la richesse, la notion de communauté, de clan fort, d'outils forts au sein du clan, mais aussi le plaisir, la joie, le plaisir d'être ensemble. Pour moi, s'il y a bien un moment dans l'année que je choisirais avec mes connaissances de druidesse actuelles pour fonder quelque chose qui tourne au sein du clan, je choisirais le 1er août. Donc c'est quand même spécial. Après, dans ce que j'ai un peu étudié par rapport à ça, parce que bien sûr, ça a piqué ma curiosité, et je suis allée un peu voir, donc à ce que j'ai compris, de nouveau, je suis pas du tout une spécialiste dans l'histoire de cette période-là. Moi, j'aime beaucoup plus l'histoire ancienne et l'histoire des Celtes, mais l'histoire de cette période-là, je la connais un peu moins bien. Mais ce que j'ai compris, c'est que quand ils ont fondé la Suisse, en fait, ils n'ont pas vraiment noté de date. Et puis, c'est 50 ans plus tard qu'ils se sont dit, c'était déjà quelle date, et en fait, ils se sont dit, on va mettre le 1er août, mais là aussi, qui c'est qui va choisir le 1er août? Là aussi, ça tombe pas de nulle part, à mon avis. Donc, voilà. Est-ce que c'était réellement le 1er août ou est-ce que ça a été choisi plus tard que c'était le 1er août? Ça, on saura que quand on arrivera à lire les trames du temps. En tout cas, pour l'instant, c'est oublié. Mais ça viendra. Me réjouis. Ouais. Donc, Lughnasadh. Alors, donc c'est la fête du 1er août. C'est une fête de soleil, évidemment, parce que on est en plein milieu de l'été. Qu'est-ce qu'on célèbre? Le dieu Lugh? Le dieu Lugh, ouais. Le dieu Lugh, qui est un dieu polytechnicien, qui fait partie... Il n'est pas vraiment de la tribu de Dana, il cherche à faire ses preuves auprès de la tribu de Dana, mais il fait partie de cette communauté-là parce que il est arrivé avec la tribu de Dana sur la terre d'Irlande avec la fameuse lance de Lugh, qui est une lance importante. Cette énergie, l'énergie de Lugh, en fait, c'est la notion de ce qu'on appelle polytechnicien, donc ça veut dire qu'en fait, il sait tout faire. Il connaît tous les arts, le dieu Lugh. Il sait jouer de la harpe comme personne, raconter de la poésie et des histoires comme personne. Il est un guerrier meilleur que tout le monde, etc., etc. Et donc, il joue ce rôle de celui qui connaît tous les arts. Et donc, lors de l'assemblée de Lugh, on va tester tous les arts. Parce que lui, il arrive au château, à la tribu de Dana, et il vient en disant « je sais faire tous les arts ». Mais en fait, à la tribu de Dana, quand il se présente aux portes, ils lui disent « oui, mais on a déjà un harpiste, on a déjà un conteur, on a déjà un guerrier, etc. » Et en fait, en prouvant qu'à chaque fois, il est le meilleur dans chaque art, c'est comme ça qu'il trouve sa place. Donc, c'est un peu un dieu spécial parce que parmi tous les dieux, il n'y en a pas un qui sait tout faire. Normalement, en fait, les dieux qui représentent des archétypes, des forces, on va avoir le dieu forgeron, le dieu de la guerre, le dieu des messages, comme dans les autres mythologies, mais on a rarement un dieu qui sait tout faire. Et lui, c'est son cas. Donc, c'est un petit peu particulier parce qu'on est sur une déité qui est peu présente, je trouve, dans les autres mythologies et qui représente cette capacité à être un peu tous les dieux. Il représente pour ça le soleil et l'énergie de la lumière. Il représente aussi un masculin bienveillant parce qu'en fait, dans sa force masculine,
il peut être tant un protecteur qu'un bon père, qu'un facilitateur dans les conflits, que quelqu'un qui va favoriser l'abondance et les bonnes moissons. Tu vois, il représente tellement de choses. Donc, en tant qu'archétype masculin qui peut être très inspirant pour les hommes ou pour inspirer nos parts masculines, il est vraiment assez incroyable. Et tu vois, il s'oppose à la déesse Brigitte qui est à la fête d'Imbolc en face de lui, donc le 1er février. Tu te rappelles, là, on est très attentif aux liens de 6 mois en 6 mois. Donc c'est ce qu'on appelle les oppositions, mais en fait, c'est des oppositions qui se complètent. Et puis tu te rappelles, pour Brigitte, elle avait aussi ce côté un peu polytechnicienne, mais moins que Loug quand même, en tout cas, ou alors c'est moins connu. Si tu te souviens, elle maîtrisait 3 arts, elle maîtrisait la poésie, la médecine et la forge. Donc c'est l'art de l'esprit, l'art de la médecine, c'est l'art du lien aux autres dans le monde du milieu, et l'art de la forge, qui est l'art de la terre. Il faut connaître les forces telluriques pour faire de la forge. Donc en fait, elle est de cette façon-là, dans son archétype, elle va représenter la maîtrise, entre guillemets, en tout cas la connaissance de 3 mondes. Et ben, Loug, c'est pareil, sauf qu'en plus, il a vraiment tous les arts. Donc voilà, alors du coup, sa fête, c'est le 1er août, parce que Lughnasadh, ça veut dire l'assemblée de Loug. Et donc, c'est de là que sont nées les joutes, qui sont les fêtes qui ont lieu le 1er août. Exactement. Oui, et c'est assez chouette, parce que comme tu le disais, est-ce que ça a une base pour avoir inspiré les Jeux Olympiques? Ça, je ne saurais le dire, mais en tout cas, c'est assez chouette que ça se trouve à ce moment-là. Donc oui, alors en plus c'est un beau moment parce que c'est un peu la fête des moissons, c'est la fête de la récolte. Et puis donc c'est un moment où les clans arrêtent de se faire la guerre et se réunissent plutôt pour s'affronter, mais pas dans l'art de la guerre, mais dans l'art des arts en fait. C'est ça qui est drôle. Ouais, ils doivent revenir au sein du clan, donc il y a cette notion d'extérieur qui se rassemble sur l'intérieur. Donc toi, tu as le clan qui s'éparpille pour aller guerroyer ou acquérir d'autres connaissances, et puis pendant ce temps où ils s'éparpillent, ils acquièrent justement des nouvelles connaissances. Puis après, ils reviennent avec tout ça au sein du clan, puis ensuite ils vont s'affronter ou alors montrer en tout cas leurs nouvelles, les dons qu'ils ont développés au sein de leur voyage, une fois par an. Donc c'est vraiment le moment où tout le monde rentre, à moins qu'ils soient très loin puis que c'est pas possible de rentrer. Tu vois, je sais pas, si on est en Suisse et puis qu'en fait le membre du clan est allé vivre ses aventures en Turquie, il allait pas rentrer pour le 1er août, ça prend trop long. Mais pourquoi pas peut-être, mais en fait voilà, s'ils sont pas trop loin, ils vont rentrer pour le 1er août. Et là, bien sûr, chacun va se montrer aux autres ces différentes arts et outils qu'ils ont développés au sein de l'année. Tous leurs nouveaux talents. Ouais. Les nouveaux talents qu'ils ont appris. Il y a plein de talents, hein. Ouais, c'est ça. Et puis c'est un côté, dans un sens, c'est pas dans un sens où je veux montrer que je suis le plus fort, c'est pas ça l'idée, hein. C'est dans un sens de partager en fait ce que j'ai appris pour le transmettre aussi au reste du clan. C'est ça, et puis aussi c'est une notion de la maîtrise d'un art. Tu vois, si c'est par exemple c'est la guerre ou le combat, c'est montrer comment on a maîtrisé cet art. Parce qu'on rappelle que en fait, quand dans le druidisme, la place au sein du clan, elle est définie par l'art qui nous habite. Rappelle, on avait parlé qu'on ne devient pas druide, on est déjà druide à la naissance. On est reconnu au sein du clan de par nos habilités pour le dialogue avec le monde invisible, la capacité de retenir, un cerveau qui est capable d'avoir une bonne mémoire, etc., qui permet de faire un druide, parce que quand même la mémoire, elle nous est très très demandée dans le druidisme. On doit apprendre tellement de choses par cœur. Moins maintenant, mais dans le druidisme de l'époque, c'était vraiment très fort. Et donc, tout ça, ils allaient le reconnaître chez l'enfant et du coup dire il est déjà druide, on va lui apprendre à développer ce don qu'il a de base. Pareil pour tous les arts. Et donc,
le forgeron du clan ne sera pas forcément le fils du forgeron, mais celui qui semble être le plus habile à la forge. Et donc, bien sûr, dès qu'on... Enfin, toi, tu le vois dans ce que tu étudies aussi avec l'ikigai, dès qu'on est en fait dans notre propre chemin de vie, dans l'outil qu'on maîtrise nous-mêmes, parce qu'en fait, ça nous habite déjà, et du coup, ça devient un art. Et une maîtrise de cet art, c'est un peu, c'est de montrer à quel point on le maîtrise. Est-ce qu'on le maîtrise vraiment une fois? Je sais pas, mais voilà, la notion de maître un peu aussi, tu vois, dans l'art, ça permettait de valoriser ça et puis de pouvoir le présenter au clan. Oui. Et c'était vraiment dans des arts différents. C'est ça, c'était très varié. Ouais, c'est pas que le sport. Non, ça peut être la poésie, comme tu dis, la philosophie, la musique, l'astronomie, le chant, le chant, la lyre, le fait de savoir. Ouais. Le barde, celui d'Astérix Obélix. Il s'appelait comment déjà? Le chanteur, le barde chanteur, le barde. Ouais, je sais plus maintenant. Assurance oui, Tourix. voilà. Alors lui, il y a encore un peu de travail jusqu'à la maîtrise de son art. Ouais, il n'est pas arrivé, lui. Mais il essaye. Il ne faut pas lui enlever. Il essaye. C'est déjà ça. Il a l'art de faire tomber dans les pommes les oiseaux, en tout cas. En tout cas, il a faire fuir les femmes. Je pense qu'il n'a pas trouvé... et puis à énerver le poissonnier du coin. Qu'est-ce que... Alors, on va rester juste avant d'aller dans le côté féerique et conte. Qu'est-ce que, si on veut fêter le Lugnasat, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que simple mortel chez nous, dans notre petite maison, ou avec nos amis, notre famille? Alors, c'est une fête des moissons. Elle fait partie des fêtes des moissons. Il y a 3 fêtes des moissons. Là, c'est la première fête des moissons. Donc, si on prend un peu les cycles des saisons, dans la fête des moissons, la première fête des moissons, elle va être le 1er août. La deuxième, elle va être autour du 21 septembre à l'équinoxe. Et puis la troisième, elle va être à Samhain, qu'on écrit Samhain ou Samin, qui sont en fait 3 moments de l'année où on va récolter des choses. Le 1er août, on va récolter le blé, les céréales. À l'équinoxe, on va être plutôt sur des fruits et le raisin. Et puis, quand on est au moment de Samhain, on est encore sur des fruits généralement ou sur certaines plantes qui arrivent en fin de course. En tout cas, moi, c'est là typiquement que je fais mes confitures de raisins rouges qui sont très, très maturés, des choses comme ça. Ouais. Donc, je sais que cette période-là de août à novembre, je vais avoir pas mal de temps pour faire des conserves et tout ce qui est garde pour l'hiver. Et moi j'essaie le plus possible de vivre et de faire des choses comme ça pour la famille, pour garder ce lien avec les saisons. Et donc, c'est propice à la notion de commencer à réfléchir à comment on va garder les choses. Donc, on peut être sur de la récolte, on peut faire des tisanes, on peut faire sécher des choses, mais aussi, on va faire traditionnellement des petites poupées en blé, qui sont en fait du blé tressé et les épis, ça fait la tête. Ensuite, on fait descendre les tiges. En écartant 2, ça fait les jambes. Puis au milieu, on ouvre un peu ce fagot d'épis qui fait la tête en haut, puis les jambes écartées en bas. On ouvre ce fagot, puis on glisse des tiges dans l'autre sens. Puis en fait, ça fait les bras. Puis ça fait des petites poupées, et ça, c'est chouette à faire avec les enfants. Et elles vont représenter la notion d'abondance, et on les accroche à la maison jusqu'à Imbolc, où on va les brûler. Donc dans le feu d'Imbolc, on brûle ces petites poupées pour montrer qu'en fait, on a passé toute la période de garde et on peut souhaiter maintenant à la nature d'aller vers un renouveau. Elles sont protectrices, ces petites poupées, et elles permettent de prendre soin de ces graines qui étaient très, très importante pour les Celtes. Je me souviens toujours quand j'étais en Irlande, où les Scythes sont encore très actifs, et quand on leur parle, ils répondent. Chez nous, c'est plus difficile d'avoir une réponse des Scythes, et donc du coup, à force d'avoir des Scythes difficiles en Suisse, je peux vous dire que
quand je suis allée en Irlande, la réponse, elle était tellement directe, j'étais presque choquée. Et en fait, j'ai tellement l'habitude de devoir tellement mettre du mien que là, ça fait touf. Enfin, les gars, me souviens toujours, j'étais à genoux en recueillement devant un cairn en Irlande quand on est arrivé le soir même avec mon ami Ludovic Iso. On est arrivé en Irlande, on était les 2 sur la colline de Tara et je m'agenouille pour, faire, saluer un cairn et là, en fait, je salue les esprits d'Irlande et je les remercie de m'accueillir et là, il y a la Kailash qui est vraiment une déesse de la terre et de l'hiver qui sort en courant du cairn et qui me traverse d'un coup et qui me dit, «Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu me déranges?» J'étais: «Ah mais» et en fait, tu vois, je m'attendais vraiment pas à ça. Donc j'ai appris après, en Irlande à m'adresser vraiment quand j'ai besoin parce qu'en fait, ils viennent tout le temps. Donc voilà, en Irlande, j'ai posé plein de questions, j'ai profité, je leur ai demandé quelles sont les offrandes qu'ils préfèrent sur les sites et ils m'ont tous dit des céréales. Et en fait, pendant la nuit, je rêvais tout le temps de graines et je rêvais que je faisais des mandalas à base de graines. Donc la notion de céréales et du 1er août, elle est vraiment hyper importante parce qu'en fait, s'ils entretiennent et comment dire? Ils gardent bien la céréale pour l'hiver et c'est compliqué, hein, de garder des céréales. Parce que c'est pas comme dans nos meubles à la maison au sec, hein, on parle de maison d'autrefois, c'est humide Ouais, et il faut trouver le moyen de garder la céréale pour qu'elle moisisse pas, qu'elle se fasse pas manger par des rongeurs et qu'en plus elle germe pas. Donc c'est hyper compliqué de garder la céréale et en fait pour eux c'est de garantir qu'on garde les céréales pour l'hiver, bah, ça garantit leur survie et donc et aussi, bah, bien bien sûr. sûr, la graine va pouvoir repousser au printemps et donc garantir le cycle. Donc la céréale est très importante et c'est vraiment le thème de Lughnasadh. Donc Mmh. bah, en fait, on peut, bah, voilà, faire des mandalas en céréales, honorer la notion de céréale. Qu'est-ce que c'est une céréale? Voilà, ça c'est quelque chose qu'on peut faire. Faire un feu, bien sûr. Ces petites poupées de blé, généralement, on fait avec les premiers épis qu'on ramasse avant la récolte au fauchage. Aussi, ce qu'ils faisaient, c'est que quand ils ont quasiment tout fini de faucher, les agriculteurs, ils allaient laisser un épi qu'ils allaient tresser et qui allait rester dans le champ pour l'année d'après. Donc en fait, ils tressent l'épi. Ils font aussi des couronnes, enfin toutes ces choses qu'on faisait avec le blé. Et toutes les autres céréales, hein, bien sûr, parce qu'il y avait bien sûr pas que le blé, il y avait de l'orge, il y avait plutôt d'autres céréales en fait à l'époque. Bah, bien sûr, le fait de se retrouver en famille et de partager un repas, parce qu'on est sur des fêtes d'abondance. Donc là, comme il y a vraiment cette notion de communauté et de tous se retrouver, interdit de faire la guerre, on se retrouve pendant une semaine, parce que la fête de Lughnasadh durait une semaine. On se retrouve pendant une Mmh. semaine, on fait la fête ensemble, on montre nos arts, voilà, on va montrer, enfin le potier va montrer ses nouvelles façons de faire de la poterie, le forgeron va montrer ses nouvelles choses qu'il sait faire en forge. Enfin, imaginez-vous, c'est un village où tout le monde fait la fête et montre son art. C'est un peu comme un grand festival où bah, quand on va chez nous en Suisse, là, à Saint-Ursanne, et puis qu'on voit encore celui qui martèle comme à l'époque, celle qui fait la cuisine comme à l'époque et tout. Bah là, c'est la même chose dans tout un village où tout le monde montre son art. Oui, alors il y a ça me fait penser, en fait, un peu l'héritage de tout ça, ce serait un peu les festivals de musique qu'on a pendant Ouais. l'été, qu'on a un peu partout, où on se retrouve à écouter de la musique et à boire et à manger et à danser, Mhm. ça pourrait être un peu cet héritage-là, on peut imaginer un peu une ambiance comme ça festive, alors évidemment avec beaucoup moins de monde, mais un truc très bucolique avec de la musique et des rires et des chants et des jeux. Ouais. Euh, ça, j'imagine tout à fait ça. Oui, et c'est aussi une fête où les rôles sont inversés. En fait, on joue un petit peu à mettre ben, le rôle du chef de clan, ben, il devient à ce moment-là un autre rôle. Et en fait, on inverse un peu les rôles, comme on retrouve au carnaval, qui est dans la fête en face à Imbolc. En fait, on voit Ouais, un peu les similitudes entre les deux fêtes, ou ces deux fêtes d'alliance. Donc là, on est sur l'alliance du clan, tandis qu'à Imbolc, on est sur l'alliance de soi à quelqu'un d'autre ou de soi à soi.
Mais on est vraiment sur cette fête où on allie le clan, on le rend fort, on fait le plaisir d'être ensemble, on montre comment c'est chouette d'être tous ensemble. C'est souvent là qu'on aurait levé des pierres, traditionnellement même avant les Celtes. C'était le moment dans l'année où, vu que les menhirs ont plutôt été levés dans des périodes pré-celtiques, on voit que c'est autour de cette date du 1er août que la plupart ont été levés. Donc il y avait vraiment déjà à la base avant les Celtes une forme de cohésion autour de cette date-là où le clan se retrouvait. Enfin, c'est pas qu'à partir des Celtes, bien sûr, que ces fêtes celtiques, calendaires, sont nées. C'est forcément déjà là d'avant. Ok, et puis tu m'as dit que tu avais un joli conte à Oui, raconter je vais chercher. en lien avec Lughnasadh. Oui. Euh, C'est le conte de la déesse Taltiu. Taltiu, ça voilà, s'écrit c'est ça. Tailtiu, qui est la mère des récoltes. Donc du coup, je vais vous lire ce conte. Parce que c'est la mère des récoltes, mais c'est aussi la mère adoptive de Lugh. Donc elle a un lien important. Et en fait, avant de s'appeler Lughnasadh, ça aurait été la fête de la déesse Taltiu. Et ensuite, on refocus sur Lughnasadh, sur le dieu Lugh. Mais en fait, c'est comme si cette fête qui est plutôt masculine, elle a une sorte... Elle était initiée par une fête féminine. C'est logique, en fait. Derrière chaque homme, il y a une femme. C'est pareil pour nous, non? Pareil. Mais oui, Derrière toi, il y a ta déesse préférée. Ta druidesse bien sûr. préférée. C'est bon. Je vous raconte le conte. Donc, il y a bien longtemps, avant que les hommes ne foulent la terre d'Irlande, vivaient les Tuatha de Danann, un peuple de dieux et de sages qui régnait sur l'île d'Émeraude. Parmi eux se trouvait Taltiu, une grande reine et déesse de la fertilité, connue pour sa générosité et son amour inconditionnel pour la terre. Taltiu n'était pas une simple déesse, elle était la mère nourricière, celle qui veillait sur les sols, les rivières et les moissons. Elle était aussi la mère adoptive du grand Lugh, dieu aux multiples talents, celui qui maîtrisait tous les arts et qui était destiné à unir les peuples sous sa sagesse et sa force. Mais l'Irlande, avant d'être féconde, était une terre sauvage et indomptée. Des vastes forêts recouvraient les plaines, empêchant les hommes de cultiver la terre, et voyant cela, Taltiu décida d'agir. Avec une détermination sans faille, elle entreprit de défricher les terres, arrachant les arbres, déracinant les ronces, retournant le sol de ses propres mains. Jour après jour, elle travailla sans relâche, offrant toute sa force et son amour pour transformer cette terre hostile en terre fertile. Mais ce labeur eut raison de son corps. Épuisé, Taltiu s'effondra, sentant sa vie s'éteindre comme une flamme vacillante. Sur son lit de mort, elle fit une dernière demande à son fils adoptif Lugh. « Fais que mon souvenir vive à jamais, que chaque année les hommes se rassemblent ici pour célébrer la moisson et honorer la terre qui les nourrit. » Le cœur brisé, mais rempli de gratitude, Lugh tint sa promesse. Il proclama que chaque année, à la fin du mois de juillet et au début du mois d'août, un grand festival aurait lieu en l'honneur de Taltiu et des récoltes. Ce festival prit le nom de Lughnasadh et fut célébré par des festins, des jeux, des épreuves d'adresse et des cérémonies rendant hommage à la générosité de la terre et à ceux qui la cultivent. Ainsi, à chaque moisson, quand le blé ondule sous le vent et que les champs dorés scintillent sous le soleil d'été, l'esprit de Taltiu veille encore, rappelant à tous que la terre donne ses fruits à ceux qui l'aiment et la respectent. Voilà le conte de la déesse Taltiu. On dit qu'elle a vraiment fait ça pour les hommes. Qu'elle a vraiment, c'est par amour pour les hommes qu'elle a fait ça, ouais. Mm-hmm. C'est sacrifié pour offrir des terres fertiles. Oui, exactement. C'est vraiment la déesse de l'agriculture. C'est celle qui a vraiment voulu offrir l'agriculture aux hommes.
C'est aussi cette notion de se dire, bah, on arrête d'être nomade pour devenir sédentaire parce qu'on a Ouais, un lieu qui est suffisamment fertile pour pouvoir devenir sédentaire. On en a déjà parlé, je crois, dans les précédents épisodes. Ce probablement, moment, tu sais, mais un peu de transition où tu te dis, ben là, parce qu'en fait, voilà, de nouveau, c'est que en fait, le sédentarisme, il vient dès le moment où il y a suffisamment de nourriture pour que les animaux arrêtent de bouger partout et subviennent, enfin, puissent rester à un endroit et qu'en fait, du coup, on n'a plus besoin de suivre les troupeaux pour pouvoir s'alimenter et que dans les plantes qui poussent, il y a suffisamment de ressources à l'année, tu vois. Parce que donc c'est vraiment la naissance de la culture des céréales, c'est ce qui fait que c'est ça qui fait qu'on a pu nourrir et les animaux et du coup les oui, hommes. C'est à partir du moment où on a maîtrisé cet art-là, finalement, qu'on est devenu c'est ça. sédentaire. C'est vraiment ça. Mmh. Et du coup, les Lugnasad, c'est une façon de célébrer, c'est ça. Mmh. Oui, c'est ce moment Voilà. où on s'arrête et on se réunit au sein du clan et on se rassemble. Toi, c'est vraiment cette notion de je m'éparpille. Enfin, c'est le monde extérieur et le monde intérieur qu'on célèbre aussi à Imbolc, de nouveau, qui est la fête en face, qui est la fête du foyer, où en fait on rassemble au sein du clan une dernière fois avant d'avoir l'énergie du printemps, où là on sait qu'on va aller sur l'extérieur parce qu'on va devoir commencer de nouveau à remettre en route les graines et tout ça. On a vraiment ce dernier temps où on est là, ok, on se rassemble tous autour du feu du foyer. Enfin, c'est fou que la notion de foyer en français, le feu du foyer, ça représente le feu, le foyer, et en même temps le foyer, la maison. C'est Ouais, le c'est même juste, ouais. mot. Et c'est vraiment ça, en fait, c'est se rassembler au sein du foyer, en tant que feu et en tant que maison. Et là, Lugnasad, c'est la même chose. C'est ce moment où, en fait, le clan s'arrête d'être éparpillé parce qu'il est nomade. Et en fait, on se rassemble pour créer le clan et à un endroit. Et c'est un beau moment, hein. C'est un peu le moment aussi où on honore notre partie sédentaire, qui habite quand même l'humanité depuis 4000 ans maintenant. Donc ça fait un moment qu'on est sédentaire. Mm. Ouais. Ouais, ouais, c'est joli. J'étais en train de réfléchir si ça a pas donné lieu à des fêtes, tu vois, comme on fête Noël ou les fêtes, toutes ces fêtes familiales diverses et variées, en fait, qui sont issues soit de fêtes païennes qui ont été reprises par les catholiques et les chrétiens. Mais là, le 1er août, c'est pas une fête, Il me semble pas qu'il y a de choses particulières. non, Il n'y a non. pas une C'est fête de bizarre la parce que Saint-Michael ou de la Saint-Michel, pas loin, je crois. peut-être. Mais Parce que je trouve que c'est une belle fête, c'est un beau moment, le 1er août, enfin, je sais pas. peut-être Je que, trouve, ouais, peut-être ceux qui nous bon, ça c'est écoutent, tout d'un coup, ils ont une idée de fête dans les différentes religions, parce que vous êtes sûrement de plein de religions différentes ou de traditions différentes. Est-ce que vous avez des fêtes autour du 1er août qui pourraient faire penser à la symbolique de Lugh? Ça serait intéressant. ouais, À part le Paléo ouais, exact. Festival, ça compte pas, hein. Non, Même bah si, non, même si c'est ça, une fête chaque année, on y est. il n'y a pas que le paléo, mais Ça fait presque, il porte bien son ouais, nom. ça fait presque partie des fêtes nationales. En Suisse, alors pour ceux qui ne sont pas de Suisse, si un jour vous venez par chez nous, faut venir au Paléo Festival, qui est toujours, qui est plutôt vers la mi-juillet, entre mi-juillet et fin juillet, ouais. À Nyon, À Nyon. pas Lyon, mais Nyon Nyon. avec un N. N-Y-O-N. Très sympa. Festival très de sympa, musique. très joli festival de musique, ouais. Mythique. On a des grands noms qui viennent chaque année. Très bien. Qu'est-ce qu'on pourrait... Alors, on a donc la symbolique de la fête, hein, c'est vraiment la fête. Ouais, c'est la célébration du fait qu'on est devenu sédentaire et qu'on se retrouve et qu'on partage le fruit des moissons et le fruit du travail de l'année, en fait, d'avoir appris ou d'avoir développé ses talents. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on pourrait associer à la fête de Lughnasadh? L'abondance. Ouais, le Ouais. fait que c'est comme en Suisse on dit des repas canadiens. Je crois qu'il n'y a pas ça en France.
Et le repas canadien, c'est quand tout le monde vient avec Oui, ses tout le monde propres. amène quelque Voilà, chose. exactement. Ouais, Tout le ouais. monde Oui. amène sa tarte, sa salade, ses grillades et tout ça. Puis on partage tout. On met tout sur une table et tout le monde se sert dans les plats de tout le monde. Ça, c'est ce qu'on appelle en Suisse les repas canadiens. Donc, c'est l'initiateur des repas canadiens. Non, mais voilà, c'est vraiment l'abondance où tout le monde va partager tant ses arts, mais du coup, ses arts culinaires aussi. Voilà, Ouais. donc du coup, il y a l'abondance, il y a la richesse, il y a la céréale. Ouais. Et une notion de force du masculin qui gouverne, enfin qui prend soin du clan avec la force féminine en derrière qui va prendre soin aussi du clan, enfin voilà, cette alliance-là. Très bien. Est-ce que pour conclure ce magnifique épisode, on a une petite Ah triade? oui, comme toujours, avec grand plaisir. Donc la triade s'appelle les 3 dons de la moisson. Le fruit du labeur qui nourrit le corps, la sagesse du temps qui mûrit l'âme, et l'offrande du cœur qui lie les êtres. Oh, c'est joli, c'est très joli ça. Très, très joli, Je très la jolie redis? triade. Ouais, redis-la s'il te plaît, avec 3 dons plaisir. de la moisson. Le fruit du labeur qui nourrit le corps, la sagesse du temps qui mûrit l'âme, l'offrande du cœur qui lie les êtres. J'adore. Elle fait du bien Elle partout. est magnifique. Ouais, elle fait du bien partout celle-là. Plein de petits picotis partout dans le dos là, c'est très agréable. Donc on va se laisser là-dessus parce que franchement c'était encore une fois un très joli épisode. Moi j'aime bien parler de ces fêtes parce que ça donne plein de sens à ce qu'on est maintenant et puis moi enfin voilà visuellement j'aime bien imaginer ces grandes fêtes là où tout le monde se réunit, fameux repas canadien qu'on fait d'ailleurs au sein de ton école à ces moments en général où enfin c'est pas il y a quelques moments dans l'année où il y a ces repas On canadiens. rêve toujours de faire des Euh, joutes, hein. Là, c'est ouais, vraiment l'année passée, on a proposé, mais il y avait peu de motivés pour faire des joutes de paddle, de pédalo, de tir à c'est vrai l'arc que et tout dans le ouais, jardin. Mais on a toujours comme objectif de pouvoir une fois rassembler une équipe suffisamment joyeuse pour passer une journée à s'amuser autour de petits challenges sportifs et culturels. Je lance l'appel. ouais. Tu fais bien. En tout cas, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est toujours c'est un très bel endroit parce qu'on a une vue magnifique sur le lac de Neuchâtel et puis on est dans les hauteurs et au milieu de ces parcs, magnifiques parcs entretenus par Mmh. Julien. Donc c'est très, très beau et c'est toujours des bons moments. Donc voilà, quand on voit l'endroit, on s'imagine très bien faire ces fêtes tous ensemble. Mmh. Et puis, Voilà, en tout cas, on va vous ouais, en pardon, fait, il y aura tu voulais sûrement encore dire plein quelque d'autres chose? choses à dire sur le 1er août, hein, pour ceux qui disent: «Oh, bah, dis donc, il y aura aussi ça à dire». Oui, il y a encore plein d'autres choses à dire pour le 1er août. On sélectionne ce qui nous vient aussi dans le moment présent, dans l'inspiration, mais voilà, il y a encore plein d'autres rites qui sont faits ailleurs, dans la culture celtique autour du 1er août. Et si jamais vous dites: «Ah, il y aurait aussi ça, que ça serait bien d'en parler», n'hésitez pas à le dire en commentaire, c'est toujours chouette d'inspirer aussi, avec, vos petites idées. Oui, profitons de ça pour partager, d'autres expériences, Mmh. évidemment, que ce soit du druidisme ou Oui, d'autres pratiques, autour du 1er août. Moi, je trouverais intéressant de savoir quelles sont les pratiques un peu traditionnelles qui existent encore, issues le de feu. cette période-là qui est quand même oui, qui est une période quand même Ben, particulière. les feux du 1er août, c'est quand même des feux assez importants, hein, ça Ouais, c'est resté, hein. c'est Le vrai, le feu du 1er c'est vrai août ça. qui sont des feux énormes qui rassemblent le clan, ça c'est resté. Les feux d'artifice, je suis moins sûre. Mouais. Mais la notion du feu du 1er août qui est ce feu autour de enfin, tout le clan se rassemble, en tout cas en Suisse, on a encore ça, on les voit de loin ces feux du 1er août. Ouais, les feux d'artifice, c'est plutôt lié aux fêtes nationales et puis il se trouve qu'en Suisse, c'est le 1er août et puis en France, c'est le Mmh mh. 14 juillet, puis aux États-Unis, c'est le mois de juillet Mmh. aussi. Enfin, c'est pas
tellement en lien, Je pense que c'est plus lié au fait, ouais. l'effet festif, parce qu'on a aussi des feux d'artifice à Ouais, Nouvel An maintenant, tu vois. Mhm. oui, c'est juste, c'est juste. Très bien, bah, Ouais. voilà, c'était encore une fois un très bon Mhm. moment. On va se retrouver la semaine prochaine pour un autre épisode sur, la fête, du coup, De du Samhain. Nouvel An Sam celtique. oui, Mhm. voilà. Donc la fête du Nouvel An celtique qui est une très belle fête Mhm. aussi. Puis on aura sûrement plein de choses à raconter de très Ah ouais, intéressant. sûrement. En a Ouais. En attendant, on va vous souhaiter une belle semaine. Profitez du beau temps en espérant que ça continue. Enfin, quelle que soit la période de l'année où vous nous écoutez, profitez bien de vous. Prenez soin de vous et puis, Joël, on se retrouve, tout Ouais. bientôt. Merci encore. Merci, merci Christophe, merci tout le monde. Il était une fois une forêt sacrée et au centre un buton et un grand chêne.